sommes d'abord arrivés à Tel Aviv. La situation que nous avons trouvée, c'est d'abord un énorme traumatisme après les massacres du 7 octobre commis par le Hamas. D'autant que c'est une ville assez multiculturelle, de gauche, on dit souvent que c'était un État dans l'État. Ce traumatisme était très violent, beaucoup de gens, la plupart des familles avaient perdu un proche, les gens étaient encore sous le choc, beaucoup de gens ne voulaient pas parler, étaient vraiment dans la difficulté. Ce que nous avons constaté depuis comme évolution, c'est d'abord que le choc a vite laissé place à un sentiment de colère, parfois de haine, parfois un désir de revanche qui nous a été raconté par plusieurs personnes. Dans ces conditions, il est extrêmement difficile de tenir une voix différente et c'est aussi quelque chose qui nous a marqué, y compris de la part de militants pacifistes ou de militants de gauche. Ce choc a été décuplé par deux choses. D'abord les images des massacres, les images des otages aussi, ça c'est quelque chose de nouveau. Pendant très longtemps, les Israéliens n'ont eu aucune nouvelle de leur gouvernement sur le nombre des otages, sur leur identité. Il fallait qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Donc cette colère, elle était dirigée évidemment contre le Hamas, contre les massacres, mais elle était dirigée aussi contre le gouvernement qui n'a pas été capable de les protéger en délaissant tout le sud du pays qui est peuplé de citoyens socialement défavorisés, de gens de gauche dans les kibboutz, donc voilà, ou de bédouins aussi, puisqu'il y a plusieurs bédouins qui sont morts dans les massacres du 7 octobre. Ce qu'on sent dans la société israélienne, c'est vraiment une préparation à un conflit, à une guerre longue, une adhésion forte, un désir de revanche, mais aussi de plus en plus cette idée que c'est l'occupation et la colonisation qui est la cause de la situation actuelle. Un petit mot enfin sur les citoyens arabes, les Palestiniens d'Israël, qui composent environ 20% de la population, et pour eux c'est extrêmement difficile puisqu'ils sont pris entre deux feux. C'est extrêmement difficile, évidemment, dans le contexte actuel. Nous avons rencontré beaucoup de militants de la paix, des militants de Gouf Shalom, donc une association pour la paix maintenant, des militants de Standing Together, qui est une association qui rassemble juifs et arabes pour l'égalité, la justice. Mais aujourd'hui, eux-mêmes éprouvent des difficultés, les débats sont très vifs, y compris au sein des associations pacifistes. Nous avons rencontré aussi des militants communistes ici à Jérusalem qui préfèrent ne pas dire leur nom. Donc vous imaginez à quel point c'est difficile, y compris pour eux, alors qu'ils ont des responsabilités politiques. Mais c'est extrêmement difficile parce on est très vite taxé d'être un traître et de soutenir le Hamas, évidemment. La répression est très forte, elle vient des autorités principalement, elle vient de la police. Il y avait des manifestations un peu partout dans le pays, il y en avait chaque semaine dans le quartier de Cherchara qui maintenant sont annulées. La dernière avait été violemment réprimée par la police. Sortir aujourd'hui, brandir un drapeau palestinien dans la rue peut vous conduire en prison. Donc voilà, la situation fait qu'aujourd'hui les militants de la paix, parler de paix est inaudible dans l'ensemble de la société israélienne. À Haïfa, il y a 2 jours, une manifestation s'est tenue pour la paix et l'égalité. Elle a été violemment réprimée par la police. Plusieurs militants, 6, ont été arrêtés et ont terminé en garde à vue. Et le chef de la police israélienne a décrété que s'il voulait soutenir la paix et Gaza, il n'avait qu'à prendre un bus pour y aller. Évidemment, dans ces conditions, c'est ce qu'on pourrait appeler une union sacrée qui fait que c'est extrêmement difficile d'avoir tout discours de paix. Cela dit, ces militants ne baissent pas les bras, il y a plusieurs points d'appui. Premier point d'appui, c'est justement la question des otages. Parce que les familles des victimes et les familles des otages demandent elles-mêmes que l'armée n'intervienne pas à Gaza, que les otages soient libérés et que le gouvernement négocie pour la libération de ces otages. Il y a également de l'espoir pour la suite. Beaucoup pensent qu'après cette période de guerre, très vite, les comptes seront faits, notamment envers Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite, qui, pour beaucoup, est responsable de cette situation et qui n'a rien fait à la fois pour les protéger, mais qui en plus les a conduits dans cette situation-là aujourd'hui. Pour beaucoup d'interlocuteurs auxquels nous avons parlé, aujourd'hui, Benyamin Netanyahou est responsable de cette situation, à la fois politiquement, militairement aussi, pour ne pas avoir su protéger la population, et il est sûr que la population israélienne lui demandera des comptes. Alors la première chose à propos des contacts entre les Gazaouis et le reste des Palestiniens, c'est extrêmement difficile. On le sait, la situation à Gaza
est terrible. Il n'y a pas d'eau, d'électricité, de nourriture dans beaucoup d'endroits. Nous avons rencontré par exemple le secrétaire du syndicat des journalistes palestiniens qui tente par tous les moyens de joindre les journalistes gazaouis. C'est très difficile évidemment de pouvoir les joindre, pour les familles encore plus. Le seul moyen de le faire, c'est par le téléphone portable évidemment. Cela dépend du réseau et de la fourniture en électricité. On sait que c'est le problème. Il faut savoir aussi que l'inverse, c'est que les Gazaouis ne peuvent s'informer de la situation seulement par leur famille, par leurs proches qui sont en dehors de Gaza. Mais aujourd'hui, le contact est toujours très difficile. Sur la situation en Cisjordanie, elle est évidemment très inquiétante. Depuis le 7 octobre, tous les regards sont tournés vers Gaza, mais il y a eu déjà 77 morts, 77 Palestiniens qui ont été tués par l'armée ou les colons. Il y a un déchaînement de violence de l'armée israélienne et des colons qui profitent de cette situation-là pour détruire des maisons, pour poursuivre la colonisation et pour réprimer encore plus toute contestation des Palestiniens. Nous avons par exemple rencontré mardi, en partant en Cisjordanie, au sein d'une association, un enfant, un adolescent de 14 ans, Ismaïl, qui a perdu 2 de ses amis, tué l'avant-veille par l'armée israélienne. Donc évidemment, il était pris en charge par une psychologue, mais voilà la réalité aujourd'hui en Cisjordanie, c'est que ce sont des gamins, des jeunes hommes qui sont abattus à la moindre manifestation. Une dernière chose sur cette violence des colons, elle est décuplée par le fait que Itamar Ben-Gvir, le ministre d'extrême droite de la Sécurité nationale, leur a distribué plus de 10 000 armes déjà, des fusils automatiques. Plusieurs contacts nous ont informé que dans la vallée du Jourdain, les colons poursuivaient les destructions des maisons palestiniennes et profitaient de la situation pour poursuivre la colonisation dans plusieurs villages. Alors en effet, Marwan Barghouti, de par son histoire et ses positions politiques, est toujours un recours politique, est toujours extrêmement respecté, mais il est en prison depuis maintenant plus de 20 ans, emprisonné par Israël, pour des crimes qu'il conteste. Mardi soir, après l'attaque sur l'hôpital à Gaza, de manifestations violentes ont eu lieu dans toute la Cisjordanie, notamment à Ramallah. Elles sont parties d'abord de Jenin. Très rapidement, elles ont tourné à une contestation non seulement évidemment des crimes de l'armée israélienne à Gaza, mais aussi de l'autorité palestinienne qui est accusée d'être corrompue et d'être une traître aux Palestiniens, puisque c'est elle qui fait ce qu'on appelle le sale boulot. L'armée israélienne lui délègue la gestion des territoires palestiniens de Cisjordanie. Mardi soir à Jenin, les manifestations ont dégénéré en affrontement et une balle a touché une adolescente qui est morte des suites de ses blessures, donc tuée par la police palestinienne. C'est cela qui a conduit ensuite à des manifestations très importantes contre l'autorité palestinienne, notamment à Ramallah, où plusieurs personnes ont appelé à marcher sur la Moukata, le palais présidentiel où réside Mahmoud Abbas, et remettent en cause très fortement le pouvoir de l'autorité palestinienne. Dans ce contexte, oui, Marwan Barghouti pourrait être un recours. Il y a un vide politique aujourd'hui que voudrait remplir le Hamas, qui est assez peu implanté quand même en Cisjordanie, mais que remplit aussi d'autres groupes armés. Le problème, c'est qu'évidemment, Israël ne veut pas d'une solution politique. Et donc, elle ne veut pas libérer Marwan Barghouti parce qu'il pourrait justement fédérer les Palestiniens, en tout cas une bonne partie, pour trouver une solution politique viable, c'est-à-dire une solution politique à 2 États.